merci d'être venu écouter cette conférence voilà, ce soir. Voilà, c'est un vrai plaisir pour moi de présenter ce pan de mes recherches qui sont tirées de ma thèse de doctorat que j'ai réalisée sur le sujet de la comédie de magie espagnole. Donc, je vous présenterai plus précisément ce genre, évidemment, sur lequel se base pratiquement exclusivement cette communication, mais pas que. Alors, si par magie, on entend des prodiges surnaturels, des effets contre l'ordre de la nature, ils se produisent sur scène depuis les spectacles médiévaux. Pensons aux incroyables apparitions divines ou diaboliques dans les mystères paraliturgiques, c'est-à-dire ces tableaux bibliques qui se représentaient sur les parvis des églises au Moyen-Âge. Puis, si on remonte le fil de l'histoire du spectacle, pensons également aux chars triomphaux, chargés de créatures mythologiques et légendaires, telles des hydres cracheuses de feu ou des griffons ailés, lors des processions de cour, qui faisaient vraiment partie des usages dans toutes les cours d'Europe à la Renaissance. Ou encore, pensons aux phénomènes miraculeux dans les comédies de saints, Comedias de Santo, là c'est une spécificité de la scène espagnole, pour le coup, dont je suis spécialiste. Comme par exemple, on ne citer qu'un exemple parmi les milliers d'autres exemples que je pourrais citer, la montagne qui se fend en deux dans le magicien prodigieux de Cabellol, une pièce de 1637. Puis, si on passe au XVIIIe siècle, pensons au genre pleinement merveilleux qui voit le jour en Espagne sous le nom de comédie de magie, donc, qui est Comedia de Magia en espagnol, qui est l'équivalent des féeries théâtrales françaises et des féeries viennoises, qui est un genre qui va perdurer jusqu'au début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est la Comedia de Magia, la comédie de magie? Eh bien, ce sont des pièces à grand spectacle, où tout se tisse de coups de théâtre plus fantaisistes les uns que les autres, avec des métamorphoses, beaucoup de métamorphoses, de la monstruosité, de l'invisibilité soudaine, le couple apparition-disparition et de loin le couple privilégié sur la scène de la comédie magie et des féeries théâtrales françaises, la multiplication, voire la triplication, etc. Donc c'est un spectacle, un type de spectacle de théâtre où la magie règne en maître. Sans parler des spectacles d'automates, parce que tout ça, c'est vraiment, j'ai fait des raccourcis terribles pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du théâtre et des spectacles en Europe. Mais voilà, donc tout ça, c'est sans parler des spectacles d'automates, des jardins mécaniques enchantés si appréciés à la Renaissance, des étonnantes allégories machinées dans les parades de géants. C'était un théâtre à artifice, là encore, propre à la scène espagnole, la Tarasca y los Gigantones, au Corpus Christi. Bon, et donc, voilà. Aussi, c'est passé sur, évidemment, les effets spectaculaires, merveilleux, dont les opéras font leur miel, ont fait leur miel dans toute l'histoire du théâtre et continuent aujourd'hui, etc., etc. La liste d'exemples serait très longue si l'on souhaitait être exhaustif. Donc, voilà. Mais si cette liste est incomplète, elle a du moins le mérite de faire apparaître une évidence, à savoir représenter la magie sur un plateau de théâtre a des enjeux techniques clairs, car la représentation d'un prodige nécessite des effets, et qui dit effet, dit mécanisme, dit trucage, en un mot, au théâtre, dit machinerie. Un couple conceptuel antagonique se détache d'emblée comme central et structurel, c'est celui de l'irréel et du réel, ou encore de l'immatériel et du matériel. Alors je vais préciser les choses. Immatériel et irréel, qu'est-ce que ça veut dire au théâtre? Eh bien, quand l'irréel et l'immatériel renvoient à la magie, on veut dire par là que les prodiges sont inexpliqués, que les phénomènes sont mystérieux, secrets, impalpables, que l'enchantement est suprasensible, qui provient en général de forces surnaturelles, qui appartiennent à un monde fabuleux, fantasmagorique, légendaire ou sacré. Alors je pense aux fées, aux ensorceleurs, aux anges, aux démons, aux monstres, aux magiciens, aux sorcières, aux nymphes, aux lutins et bien d'autres créatures merveilleuses qui vont voilà, voir le jour sur la scène de ce type de pièces.
Et donc ça, c'était l'irréel et l'immatériel, on sent bien ce poids de l'impalpable et du merveilleux, du fantasmagorique. Et de l'autre, donc le réel et le matériel renvoient, eux, aux planches, aux dispositifs techniques d'illusion, aux structures décoratives, à l'appareillage scénique. Alors, la première question qui se pose, ça va être la suivante. Le processus de figuration et d'incarnation, si j'ose dire, de la magie sur une scène théâtrale, peut-il se passer de machinerie ou bien dépend-il d'appareillage sophistiqué? Les nécessités très concrètes et purement techniques et matérielles de la représentation de la magie au théâtre, que nous étudierons dans le premier temps de ce travail, et qui va être vraiment le corps de la présentation aujourd'hui. Les deux autres temps seront plus des pistes de réflexion que j'aborderai ou que j'ouvrirai, mais disons que voilà, les nécessités concrètes, techniques et matérielles qu'on étudiera dans un premier temps de ce travail apporteront la réponse à cette première question. La fusion entre magie et machinerie est bel et bien un principe de création très ancien, absolument récurrent, car structurel. Voilà, alors c'est ces premières citations que je trouve à la fois poétiques et suggestives, qui vont lancer, donc, qui vont illustrer un peu cet aspect. De quel univers le théâtre est-il de refléter? Seul l'irréel peut prendre le pouvoir et avoir de la présence sur scène. L'irréel peut avoir de la présence, il s'incarne. Et cette deuxième citation de Monet, il faut accorder l'extravagance de l'idée avec l'exécution simple et parfaitement raisonnée. Donc on retrouve bien ce couple antagonique qui m'intéresse pour cette communication. Et le deuxième problème qui apparaît et que nous analyserons est celui de la tension qui existe entre magie et machinerie, puisque si les prodiges surnaturels se concrétisent sur scène, grâce à d'indispensables dispositifs techniques que nous allons passer en revue, alors on ne sera pas exhaustif, c'est impossible, mais je vous présenterai quelques exemples de machines très usitées, très utilisées dans ce type de spectacle, de théâtre à grand spectacle, à grande machinerie. Si ces prodiges surnaturels se concrétisent sur scène grâce à ces dispositifs techniques, qui sont indispensables pour les matérialiser, en retour, et là c'est là que ça devient intéressant, en retour, il est indispensable d'effacer toute trace de ces dispositifs, de ces trucages, si l'on souhaite obtenir un effet merveilleux. Donc là, on voit déjà apparaître une sorte de paradoxe qui va être au centre de cette réflexion. Il y a là vraiment un rapport ambigu de la magie aux machines sur lequel il est intéressant, à mon sens, de réfléchir. C'est cette citation maintenant qui illustrera ce deuxième temps de la présentation. C'est donc une citation d'Alain Roy. Un changement à vue et d'une élégance parfaite s'il se fait rapidement et silencieusement, comme par magie. Donc la magie doit opérer par magie, si vous me permettez cette... Voilà. Enfin, la question de savoir si cette approche théâtrale de la magie est potentiellement partagée par les praticiens d'illusionnisme. Alors là, vraiment, ce sera, je proposerai des pistes de réflexion, mais c'est vraiment un terrain qui est un peu glissant, je pense, et nous verrons, bon, à mon sens, peut-être, j'ose cette affirmation, je pense que le lien de dépendance entre l'immatériel et le matériel est tout aussi fort pour les praticiens d'illusionnisme. Alors, comme je me base pour cette étude sur la comédie de magie en grande partie, sur cette comédie de magie espagnole et plus précisément celle du XIXe siècle, celle que j'ai étudiée pour ma thèse, le genre né au XVIIIe siècle, mais moi j'ai étudié la comédie de magie au XIXe siècle et au début du XXe. Comme je suppose que ce genre, déjà la féerie théâtrale française est largement méconnue du grand public en général en France, mais alors la comédie de magie espagnole, j'imagine qu'elle est vraiment là, elle a été reléguée aux oubliettes à tout jamais, et que le public français ne connaît pas vraiment de quoi il s'agit. Et donc, je vais me permettre, oui, c'est donc une manière pour moi de vous dire que cette communication n'abordera pas le théâtre plus contemporain, plus immédiatement contemporain pour nous. Vraiment, je vais vous présenter, disons, un peu cette réflexion à la lumière d'un théâtre que j'ai dépoussiéré dans les archives et que j'ai exhumé des archives madrilènes, mais pas que, enfin, des archives espagnoles.
Alors, comme ce théâtre, je le suppose, largement méconnu, je me permets de vous présenter une petite vidéo, parce que une définition de papier, eh bien, elle reste un peu aride, hein. On est quand même dans le spectacle, en plus dans le spectacle merveilleux. Et donc, comme j'ai réalisé une vidéo qui présente des décors, parce que j'ai eu la chance, au cours de mes 7 années de recherche, d'exhumer des décors absolument somptueux, insoupçonnés, j'en ai fait une vidéo. Et donc, une vidéo où vous verrez défiler des décors réalisés par les plus grands scénographes de l'époque, qui avaient voyagé en Europe et qui s'étaient inspirés des féeries qui se représentaient au Théâtre du Châtelet. Enfin voilà, c'était vraiment, on ne parle pas de petits scénographes, c'est vraiment des scénographes de renom, qui sont très talentueux, qui font partie d'écoles de discipline artistique reconnues en Espagne. Et donc voilà, je vais vous faire défiler ces décors. C'est une courte vidéo, c'est pour ça que je me permets de la présenter, mais je pense que ça permettra d'avoir un impact sensoriel plus immédiat sur mon auditoire qui n'est pas, disons, habitué à ce type de spectacle, je pense. Enfin, et voilà, et vous entendrez en fond sonore une musique qui est tirée d'une partition que j'ai également exhumée les archives. Et donc, ça a été un grand moment dans ma thèse. C'était la première fois que retentissait cette musique, la dernière fois qu'elle avait été jouée, c'était pour ces spectacles 19e en Espagne. Donc, c'est les derniers à l'avoir entendu, c'était les spectateurs du 19e en Espagne. Donc, ça m'a fait, vous pouvez imaginer, une grande émotion d'entendre résonner cette mélodie quand elle a été, quand un ami compositeur a accepté d'interpréter cette pièce musicale. Voilà, donc je vous montre ce petit film qui vous permettra d'avoir une idée plus précise de ce qu'est la comédie magique espagnole. Je reviens sur la présentation, mais je pense que ça permet peut-être de se faire une idée plus précise donc Voilà. Alors, j'en viens donc, ça me permet donc, ce préambule me permet donc d'introduire ce premier point que j'ai annoncé donc. Je m'intéresse donc dans ce premier temps de l'exposé aux nécessités concrètes, purement techniques et matérielles de la représentation de la magie au théâtre, dans la comédie de magie, mais pas que. Je ferai des petits points, mais vraiment très, très rapides. Alors s'il y a des spécialistes de l'histoire du spectacle, vous pardonnerez ces raccourcis, mais voilà, je me permets quand même quelques petites incursions, quelques petits retours sur la scène médiévale, mais voilà, je partirai quand même pour la majeure partie des machines que je vais présenter, des machines qui concrétisent la magie sur scène, sur des machines que j'ai pu rencontrer au cours de mes recherches dans ce théâtre de magie. Alors, la première machine qui est vraiment, disons, la machine la plus récurrente, la plus importante, c'est celle qui permet les envolées et les gloires apothéoses. Alors, initialement, les gloires apothéoses, c'était des machines de dévotion pour les apparitions divines d'anges et de chérubins.
Alors, bon, je me permets donc un petit retour sur l'histoire des machines de volerie, comme on les appelle aussi. Hein, les machines de volerie, c'est celles qui permettent donc les envolées au théâtre. L'historien du théâtre Francesc Massip Bonet, dans son Histoire des machines aériennes, rappelle que le caractère divin est associé au vol dès les représentations antiques. Je cite: Aristote autorise le recours à la machinerie aérienne uniquement pour résoudre des situations surnaturelles, hors d'atteinte des hommes, en accord avec l'idée du vol comme attribut divin. Le spectateur croit à une philosophie où l'intervention divine irrationnelle est acceptée comme vraisemblable. On voit bien que ce couple antagonique que j'ai pointé au début de ma communication est vraiment central. C'est toujours le cas dans la scénographie médiévale, puis dans les autos sacramentales en Espagne. Alors, ce sont des pièces religieuses qui étaient très populaires. Et dans les comédies de saints également, Comedia de Santos, que j'ai également auquel j'ai fait allusion en introduction au XVIIe siècle, puisque dans ces comédies de saints, l'acteur dont c'était le rôle, en costume d'ange, de saint ou même de démon, se perchait sur la passerelle décorée située derrière un rideau du couloir lourd. Et le moment venu, le rideau était dramatiquement tiré et le public découvrait la figure de l'ange entourée de bougies, de fleurs, sur la machine qui descendait lentement sur scène au son de doux chalumeaux. Donc voilà, c'est vraiment une machine de volerie, mais alors je passe évidemment beaucoup d'usages sur d'autres types de scènes partout en Europe. Mais voilà, donc cet appareillage est tout autant primordial évidemment et tout autant symbolique dans les comédies magiques du XIXe siècle. Alors toutes les archives municipales sur lesquelles j'ai travaillé, bon, je vous passerai les détails, mais conservent des inventaires, et ces inventaires qui sont des mines d'informations pour les chercheurs en études théâtrales, donnent beaucoup d'informations sur les équipements des théâtres à l'époque, et notamment l'un des plus grands théâtres madrilènes dans les années 1850, à la mi-19e siècle. Donc cet inventaire relève beaucoup d'éléments de décor qui ont été construits pour les apparitions aériennes et qui sont réutilisés d'une comédie de magie à l'autre. Preuve que ces machines conditionnent l'enchantement scénique dans ces pièces. Bon, pas sur ces détails, mais alors concrètement, à quoi servent ces machines de volerie? Eh bien, à l'apparition de chars volants et de nuages qui fendent les airs très régulièrement dans les comédies de magie. Alors là, c'est pas une illustration tirée d'une comédie de magie, c'est espagnol, c'est une gravure pour une féerie viennoise de Raimund, le gaspilleur. Il y a eu aussi, au début du XIXe siècle, à Vienne, un théâtre féerique avec des pièces de Nestroy ou de Raimund qui développait exactement le même type de principe de création spectaculaire, effectiste. Et donc voilà, on a un très bel exemple dans cette gravure de machine ailée. Un prodige le plus souvent motivé par le secours divin ou magique porté au personnage en détresse, puisque c'est pas parce qu'on est dans des comédies de magie que la dimension divine disparaît. Il y a un lien avec le sacré qu'on conserve même au XIXe siècle. Qui est assez intéressant, je ne m'attarderai pas sur ce point. Et donc, le secours divin ou magique est porté au personnage en détresse, et ces machines vont donc matérialiser en général, les machines de volerie en général, c'est toujours la matérialisation d'une intervention surnaturelle bénéfique. Elles sont l'élément d'un montage à la fois symbolique et illusionniste, et voilà, alors l'attelage de ces machines de volerie appartiennent en général également à l'éther. Elles sont en général tirées par des cygnes, comme c'est le cas dans cette gravure. On a également beaucoup de machines qui sont tirées par des papillons, des paons, des pigeons, des aigles, des corbeaux ou encore des génies ailés. Enfin, pour reprendre une formule que j'aime beaucoup d'Hubert Damisch dans sa théorie du nuage. Si vous n'avez pas lu cet ouvrage, je vous le recommande, c'est d'une poésie et d'une toute beauté. Théorie du nuage d'Hubert Damisch. Et donc, à propos de ce type de spectacle, il parle à propos de ce type d'apparition ailée, il parle d'un spectacle de jubilation, de liberté, de gratuité. Voilà, donc ça me semble absolument le cas. Et donc je pourrais citer des exemples dans les comédies de magie, mais là, on a un exemple d'une
du gaspilleur de Raimund. Dans les comédies de magie espagnoles, je pourrais citer par exemple deux personnages qui apparaissent dans un char tiré par une multitude de papillons. Dans une autre pièce, ça c'était dans Les Poudres de la Mère Célestine, une pièce qui a fait fureur, qui date de 1840. Une autre pièce, Les Fées, qui est tirée d'une féerie française. Le répertoire français a été pillé par les auteurs espagnols du XIXe siècle. Hein. Et donc, les Fées, donc, dans cette pièce de 1848, l'apparition des Fées donne aussi lieu à un prodige aérien, puisque la première arrive dans un petit char en ébène tiré par des pigeons blancs, la deuxième dans un char en ivoire conduit par des corbeaux, la troisième sur un nuage et la quatrième sur un oiseau. Bon. Donc, vous le voyez, ce prodige est plus que récurrent, et il est d'autant plus frappant pour les sens pour les sens du spectateur, qu'il est en général très contrasté chromatiquement, avec des nuages par exemple qui sont en général assemblés en gâteaux, on appelle des gâteaux de nuages hein, dans le vocabulaire de l'époque, qui vont être en général colorés, blanc, noir, rouge, bleu, rose, écarlate, argent, couleur feu. Il y a même des effets de transparence au 19e puisque les dispositifs d'illusion vont se perfectionner. Voilà, donc c'est le cas par exemple d'une pièce, Le Sorcier et la Fortune de 1861, qui est une pièce plus tardive, où la fortune apparaît sur un nuage brillant. Voilà. Et alors surtout pour les machines de volerie, en plus de ces brigandins, hein, de ces chars tirés par des cygnes, papillons et autres volatiles, en plus donc de ces nuages, eh bien il y a vraiment la machine la plus sophistiquée et la plus importante, la plus centrale dans ces pièces, et qui constituait le clou vraiment de ces comédies de magie, et puis les féeries théâtrales en France également, c'était pour les gloires apothéoses qu'il y avait à chaque fin de spectacle de comédie de magie, ça finissait par une immense gloire apothéose. Alors qu'est-ce que c'est une gloire apothéose ? On a la chance d'avoir un ouvrage de référence pour les études théâtrales, les études qui s'intéressent à l'envers du décor. Hein. C'est cet ouvrage de Moinet, L'envers du théâtre, où on a donc cette représentation, cette gravure de la machine pour cette apothéose. Avec, là je vous ai mis la description, vous voyez, c'est vraiment une machine très complexe, très sophistiquée. On dit qu'elle consiste en un plateau monté sur un grand bâti, équipé comme une trappe ordinaire, avec cette différence qu'il occupe 3 plans et qu'on fait sauter sa bilière, trappe et trapion, pour lui donner une place dans le dessous où il pénètre jusqu'au sol. Il faut une quantité assez considérable de contrepoids pour enlever la machine, au poids de laquelle, alors ça c'est un oxymore à chaque fois donc, qui pour moi est lourd de sens hein. Quand on s'intéresse aux machines de volerie, c'est le poids de l'aérien. Ça, on le voit bien, hein, le poids de la machine pour faire voler les personnages. Donc là, il y a une contradiction qui me semble très intéressante, etc., etc. Je passe sur les détails techniques. Hein. Vous pouvez, pour ceux qui sont voilà, très portés sur les détails de scénographie, vous pouvez continuer la